Bonjour, bienvenue sur Attitude. Aujourd'hui, on me reçoit Nordine El Ouachmi, serial entrepreneur, ex-président de la French Tech Méditerranée, investisseur, entrepreneur dans l'âme. Je suis reçu par Mehdi dans Attitude et qui va me challenger sur tous les sujets qui peuvent nous intéresser quand on veut entreprendre. En fait, c'est moi qui devais faire cette introduction, mais notre invité le fait mieux que moi. Donc, merci pour cette introduction. Merci Nordine. Et du coup, on attaque maintenant. Merci Nordine de nous recevoir dans tes bureaux, au siège de Bureau & Co. Bienvenue sur le podcast Attitude. C'est un podcast dédié aux entrepreneurs et aux sportifs ou aux entrepreneurs qui entreprennent dans le sport. Et c'est le cas pour toi parce que tu as monté Bureau & Co. Et au sein de Bureau & Co, nous avons Éthique Sport, un concept que tu as mis à l'intérieur de tes bureaux partagés. J'ai un petit garçon de 7 ans et je lui ai dit que je faisais une interview avec toi aujourd'hui. Et il m'a demandé, c'est quoi son métier? Comment tu l'expliquerais à mon fils? Alors, c'est compliqué parce que j'en fais plusieurs en même temps, mais mon fils, qui a le même âge, du coup, si je reprends en ce moment, lui, quand il explique ce que je fais, il explique que je construis des bâtiments et que j'héberge des entreprises, grosso modo, avec ces mots, mais c'est à peu près ça. Le gros de mon activité, c'est Bureau & Co. Donc ça, c'est des espaces de coworking. On est dans 20 villes en France. On fait partie du top 5 des acteurs nationaux. On a créé la marque ici à Montpellier. Aujourd'hui, on exploite plus de 60 000 m² en France. On a commencé à développer en Espagne. Ça, c'est le gros de mon activité. Au sein de Bureau & Co, on retrouve différents services, de la food, du sport, Éthique Sport Club. Donc ça, c'est le concept qu'on a aussi adossé à la marque Bureau & Co. Éthique, pourquoi? Parce qu'on voulait en fait une salle de sport éco-responsable, une démarche écologique, donc éthique. Nous n'avons aucune machine électrique. On avait estimé qu'il n'y avait pas besoin d'électricité, d'écran pour faire du sport. Ça, c'était un peu le début de la baseline du concept. Et c'est comme ça qu'on l'a développé, donc travailler les postures liées à l'activité, à la sédentarisation, au bureau, etc. etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'est née un peu cette marque. Et après, le reste de l'activité, c'est de l'innovation des startups. J'ai pris des participations dans différentes activités. Là, c'est hyper varié. Ça va de la crypto-monnaie à la digitalisation de la prise de commande en restauration. Enfin, une multitude. Donc, c'est difficile d'expliquer en fait qu'est-ce qu'un entrepreneur, parce qu'on touche à tellement de choses. Mais le gros de mon activité, c'est Bureau & Co. Et là, on met les conditions idéales pour que des entreprises puissent faire évoluer leur business. D'accord. C'est assez concis. Je suis pas sûr que mon enfant de 7 ans aurait tout compris. mais en tout cas, le début, c'est sûr qu'il aurait compris. Il faut qu'il vienne, comme ça on lui expliquera directement. Et du coup, tu viens d'où exactement? Pas très loin de nos bureaux ici, là, à Montpellier. Moi, je suis né et j'ai grandi à La Paillade en 1980, tu vois, 45 ans. J'ai jamais déménagé, j'ai toujours vécu ici sur Montpellier, ou enfin du moins dans l'agglo. Après, j'ai énormément voyagé, une quarantaine de pays dans le monde, mais je suis un pur produit montpelliérain. D'accord. T'étais quel genre d'enfant quand t'étais petit? Écoute, en 1980, je suis né à Montpellier, donc à La Paillade, dans un quartier qui a été rasé depuis, donc ce qu'ils appellent les QPV ou plein d'autres, mais les cités, tout ce que tu veux. Moi, malheureusement, j'ai perdu mon papa d'un accident de travail, j'avais 9 ans, donc ça a été assez violent, puisque du coup, il est parti travailler, il n'est pas rentré. Donc ma mère nous a élevés et elle a bien fait le taf. Seul, on était 5 enfants, 5 frères et sœurs. Moi, je suis pile au milieu. J'ai un grand frère, une grande sœur, un petit frère, une petite sœur. Donc voilà, dans tout ça, écoute, quel enfant j'étais. J'ai un mini blackout avant mes 9 ans où je me souviens pas trop, voire même jusqu'à mon adolescence. Je commence vraiment à avoir de vrais bons souvenirs quand je suis ado. Mais en fait, c'est le moment où j'arrête l'école à 16 ans et je commence à essayer de
de m'en sortir, à vouloir essayer d'être autonome en tout cas. Non, en termes de caractère, tu étais plutôt comment? Curieux, J'étais rêveur? entrepreneur, j'étais curieux, j'étais joyeux, j'étais toujours le gars qui était un peu leadership. Donc pas le dernier à faire des conneries, mais à essayer de ne pas se faire choper. Très très respectueux, une génération où même si on faisait les 400 coups, tu vois, il y avait vraiment le respect des anciens, des parents, les parents des copains. Si tu les voyais, il fallait vraiment se tenir, avoir une image, tu vois, très respectueuse. Voilà à peu près les traits de caractère. Mais j'ai toujours été, pour donner un truc, à 12 ans, des fois je descendais, j'achetais des trucs, je descendais aux puces, je grattais un bout de stand pour essayer de faire un billet. J'ai eu 1000 vies dans le commerce, toujours. Mais voilà, j'ai toujours été entrepreneur, très optimiste, malgré tout ce qui a pu arriver dans la vie. Mais tu as compris que tu étais entrepreneur à ce moment-là où tu savais que c'était un métier quand tu étais à cet âge-là? Petit, t'apprends la débrouille. Écoute, t'as pas ce que tu veux, tu trouves des moyens d'essayer d'aller l'obtenir. Après, effectivement, selon l'environnement dans lequel tu gravites, il y a différents moyens. Donc tu essaies de rester dans les clous au maximum, mais c'est pas évident. Mais moi, j'ai toujours été celui qui cherchait et qui trouvait des solutions. Mais tout le temps, depuis petit, depuis même les vieilles embrouilles de gamins, j'arrivais à trouver l'issue. Ah, mais je crois c'est marrant parce qu'il y a une constance chez les entrepreneurs, en tout cas dans le caractère. Et tu dis que tu essayais tout le temps de trouver des solutions. Moi, par exemple, je suis revenu une fois avec une banane Lacoste à la maison, alors que ma mère me donnait pas assez d'argent de poche pour que je puisse m'en acheter une. Mais je sais pas, par du troc, je sais plus trop comment je me suis débrouillé, mais d'une, deux, trois, quatre, après je me suis retrouvé avec plusieurs et j'en faisais du trafic, tu vois, de ces bananes. Et oui, j'ai appris très tard que j'étais entrepreneur, mais justement j'avais aussi ce trait de caractère pareil que toi. De toute façon. Mais c'est ça, c'est un peu aussi après, comme tu disais, du troc, des échanges, c'est la valeur que tu veux donner aux choses. Ouais. Des fois, tu as un truc, toi, tu t'en tapes complet. Pour toi, ça vaut rien, mais pour quelqu'un en face, ça vaut quelque chose. Donc, tu vas le troquer contre quelque chose qui vaut plus à tes yeux, et vice-versa, etc., etc. Et ça roule. Il y avait un bouquin comme ça, je crois que ça s'appelait... c'est un gars qui commence à échanger un trombone, le trombone rouge ou un truc comme ça. Il échange un trombone contre, je sais pas moi, une barrette à cheveux, la barrette à cheveux contre une brosse, la brosse contre un truc, et jusqu'à arriver à une voiture, une maison, tu vois. Ouais, je crois que j'avais vu ce truc et je trouvais ça hyper amusant. Tu pars d'un tout petit truc et tu finis par... C'est exactement ça. Moi, tu sais que j'ai tilté que j'étais entrepreneur, mais que j'étais entrepreneur depuis toujours, il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que j'ai eu souvenir d'un truc quand j'étais gamin. Moi, j'avais pas de talent spécifique, tu vois. Par contre, je savais que je savais vendre. Et j'avais un pote à moi qui était très fort à tout ce qui était électrique. Et il avait tous les appareils que tu as en 6e techno, là, pour faire des circuits imprimés. Lui, il avait ça chez lui. Il savait tout faire. En tout cas, toutes les bases électroniques, il les avait. Et à l'époque, j'avais mis dans les annonces ses services, en fait. J'avais vendu ses propres services dans les annonces et on allait réparer des portails électriques, des interphones, des machines, parce qu'il savait faire ça. Alors moi, je savais pas le faire, mais par contre, je savais vendre ses services. Ouais. Et bref, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai compris très tard que ça, en fait, c'est un métier. La mise en relation, etc. J'ai compris très tard. Tu vois ce que tu dis, c'est exactement comme ça que j'ai créé ma première boîte. Mais vraiment, j'ai arrêté l'école à 16 ans, pas de diplôme. J'ai bricolé des trucs, machin. La première expérience que j'ai eue de boulot, je me suis pris 50 portes, j'arrive à 18 balais. Et les mecs, ils te disent, il n'y a rien à faire, Manu, ou va casser des cailloux. Je faisais 40 kilos. J'y suis allé, j'ai essayé, mais j'ai dit, mais jamais de la vie. Et puis quand en plus, tu avais déjà un peu la débrouille, que tu arrivais à faire un petit billet, c'est compliqué d'aller passer des journées dans le dur alors que tu pourrais te débrouiller autrement. Mais à ce moment-là, tu vois, c'est exactement ce que tu dis, c'est que moi j'avais identifié qu'autour de moi, tous mes potes ou les parents de mes potes travaillaient tous dans le bâtiment. C'était tous des entrepreneurs, électriciens, carreleurs, maçons, etc. Et que c'était tous les sous-traitants des sous-traitants, c'est-à-dire le dernier maillon de la chaîne, alors que c'était l'élément indispensable à la production de n'importe quel chantier. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la même chose. Moi, j'avais quoi? Comme toi, j'avais la tchatch.
J'avais peur de rien, tu vois, je pouvais aller discuter avec n'importe qui. Et donc, c'est là où j'ai décidé de créer ma première boîte dans le bâtiment, où je me suis dit, ben, moi, je vais aller choper des marchés, je vais aller négocier pour tout le monde. Et les gars, je vais vous rémunérer mieux que ce que vous avez aujourd'hui, parce que je ne vais pas vous mettre, vous n'allez pas être le dernier maillon, on va travailler ensemble et on va faire du win-win. Et c'est comme ça que j'ai créé ma première boîte, j'avais 20 ans dans le bâtiment, dans la construction. Tout ça sans être issu d'une famille d'entrepreneurs? Non. Pas eu déjà pas de famille d'entrepreneurs, mais je pense que ça fait un peu cliché, etc. Mais je crois que ce que tu apprends aussi dans le quartier quand tu es petit, moi j'ai 9 ans, 10 ans, 12 ans, à l'époque, hein, ma génération, mais tu avais les grands, il y avait vraiment ce truc où tu avais les grands du quartier, les petits, ils ne se mélangeaient pas. Moi, j'ai été accueilli par tout le monde. J'arrivais à traîner avec les plus grands, j'arrivais à traîner avec les plus petits, avec les sportifs, avec les fumeurs de joints, je passais crème avec tout le monde. Donc du coup, je pense que j'ai appris un peu de tout. Des plus grands à l'époque, je pense que ça a été ça la découverte de l'entrepreneuriat. Je les voyais faire des trucs, machin. Et je pense que j'ai appris comme ça. Après, moi, j'ai pas eu de schéma, en tout cas dans la famille. Et même mes frères et sœurs, ils ont plutôt bossé avec moi après. Mais j'ai pas eu un schéma entrepreneurial. Et malheureusement, même, voilà, bon, j'ai perdu mon papa jeune. Donc du coup, j'ai pas eu... même le schéma paternel, j'allais dire, qui te dit ok, on va faire comme ça, machin, je ne l'ai pas eu. Donc, écoute, on va trouver la ressource ailleurs. Ouais. Donc, tu avais ce côté déjà hyper social. Je pense qu'on a besoin de ça, on a besoin de... C'était déjà un caméléon, tu savais t'adapter aux gens, à ton environnement pour développer. C'est clair. J'étais un des seuls, les mecs derrière, ils me jalousaient, et pourtant... tu vois, par exemple, j'ai arrêté l'école très très jeune, mais je m'en vantais pas. Et je voulais pas que les parents des potes le sachent ou être identifié comme le mec, le cancre qui lâche truc, parce que j'étais pas du tout bête. C'est juste que, je sais pas, j'avais bugué à l'époque, je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas comment, je voulais m'assumer et j'ai lâché prise sur cette partie-là. Et quand j'ai voulu reprendre, parce que j'ai voulu reprendre, à l'époque, conseillère d'orientation, elle m'a envoyé faire un CAP, je sais pas quoi, machin. J'arrivais avec des mecs, ils avaient la barbe, ils fumaient des joints. J'ai dit, mais qu'est-ce que. J'avais même pas 18 ans. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce délire? Je dit, c'est pas pour moi, mais bon. À l'époque, ouais, j'étais caméléon parce que je traînais, j'étais bien à la maison, toujours respectueux de ma mère, de la famille, tout le monde. Avec les copains au quartier, tu as une autre attitude et tu te débrouilles. Et surtout, j'avais aussi tout un autre écosystème de personnes que j'avais ensuite rencontrées dans des petits villages, à Grabel, à Juvignac, enfin, tous ces trucs. Et j'étais très apprécié des parents, de tout le monde. Parce que limite, c'est moi qui refaisais l'éducation de mes potes, qui m'invitaient chez eux. J'étais un des rares qui était invité à la maison. Parce que j'estimais qu'eux parlaient mal à leurs parents, tu vois. Ouais, vas-y, c'est bon. Ouais. Je dis à ma mère, c'est bon, moi, ça va. Je prenais une course-poursuite. C'est bon quoi, c'est bon, t'es fou quoi. Et devant les parents, parce que c'était un réflexe chez nous, je leur dis, mais t'es fou, toi, comment tu parles à tes parents alors qu'on faisait 1000 fois pire après dehors dans la rue, etc. Mais bon, tu vois, c'est l'adaptation à ton environnement, aux gens. Voilà, ça n'empêche pas, tu peux essayer de te débrouiller et être respectueux, tu vois. Ouais, c'est marrant parce que tu racontes des trucs que j'ai vécu. Donc, moi, quand j'allais chez des potes et que le mec qui se plaignait de ses parents ou de sa vie alors que c'est des piscines, des machins. Tu te plains de quoi en fait? Alors, pas du tout, gars. Tu te rends même pas compte de la chance que t'as. Mais donc ouais, du coup, parcours scolaire pas dingue. T'as arrêté l'école assez tôt. Et du coup, te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est arrivé à ce moment-là. Enfin, tu t'es... Ouais. Vraiment, ça a été, j'ai bricolé des trucs vers 20 ans, je te disais, où vraiment quand j'ai vu qu'il n'y avait pas d'issue, sans réseau, sans formation, sans connaissance, j'ai essayé, hein, j'ai été voir 2-3 boîtes d'intérim, 2-3 trucs, donc c'était que des missions vraiment, bon voilà. Et moi, j'avais pas envie, je pensais que je pouvais faire plus. J'ai travaillé une seule fois en tant que salarié, et encore, je peux le dire maintenant, parce qu'il y a prescription, mais à l'époque, j'avais un pote à moi, guadeloupéen, il avait fait des études en je sais plus, génie climatique, un truc comme ça. Il avait un BTS technico-commercial en fluide. En fait, il vendait de la climatisation. Ouais. Et c'est la seule fois où j'ai essayé de bosser, j'avais pris son CV. Et donc, j'avais mis mon nom et j'avais un BTS du coup de fluide, machin. Et j'avais postulé à des annonces. Je m'étais acheté un vieux costard, je sais pas moi, Célio ou je sais pas quoi à l'époque, pour aller avec mes 30 kilos là, je nageais dedans.
Et j'ai été évidemment recruté parce que une fois que tu passais cette barrière, si tu veux, du CV, de la formation, du niveau scolaire, de tout ce que tu veux. Donc j'avais été recruté par cette boîte elle vendait de la clim au restaurant, tu vois, des grosses installs. Et évidemment, bien sûr, j'avais été très bon à l'entretien. Donc le mec, il m'a pris direct. Il m'a pris, j'ai commencé à bosser, j'ai performé. Vraiment, Et j'avais déjà créé ma petite boîte, si tu veux, de trucs, mais ça décollait même pas. J'avais 2 petits chantiers de temps en temps. C'était pas encore le truc, tu vois. Donc je m'étais dit, tiens, c'est un petit complément. Et j'ai bossé avec ce type à l'époque. Et je lui avais dit d'ailleurs après quelques semaines et tout, parce que franchement, j'étais bien avec lui. Ouais. Et je m'étais acheté ma première voiture, une 205 blanche, pour ceux qui se rappellent, qui sont connus, putain. Et le type, il m'avait dit, écoute, j'apprécie que tu me dises la vérité, etc. C'est pas grave, regarde, t'as appris plus vite, tu te débrouilles, tu trouves des solutions, mieux que d'autres qui ont fait, donc il n'y a pas de problème, ça change rien, je te garde. J'ai bossé un tout petit peu avec eux, et en fait, c'était un peu le vase communicant. À fur et à mesure, moi je bossais un peu avec eux, mais ma boîte, elle commençait à décoller, donc j'ai fait quelques mois, et je suis parti. Franchement, il était dégoûté quand je suis parti, parce que vraiment, tu vois, c'était... Ah ouais, non, mais je lâchais rien. Je rentrais des contrats, j'allais vendre des installs, des trucs, je comprenais rien. J'expliquais, des fois le mec il me dit ouais, mais est-ce que l'installation ça va suffire? Ouais, on va grossir le tuyau, des trucs, des trucs n'importe quoi. Là, je vous envoie le technicien, il va venir. J'ai fait ça quelques temps et après, bon bah écoute, j'ai ma boîte qui a commencé à un petit peu décoller, en tout cas assez pour me prendre un temps plein et petit à petit, j'ai commencé à faire mes propres chantiers. Et ça a commencé par des bricoles que personne ne voulait faire. Installer un chiotte au 6e étage sans ascenseur. Mais tu prends, tu fais, et puis petit à petit, j'ai commencé à construire des maisons clés en main. Et puis j'en faisais 10 à l'année, 15, 20, de plus en plus grosses, de plus en plus belles, parce que ça y est, je commençais à avoir un réseau de prescripteurs. Et après, petit à petit, je me suis mis un peu dans la promotion, dans la micro-promotion. Donc je commençais à faire des opérations pour moi. J'en avais un petit peu marre de travailler pour les gens, enfin surtout pour les particuliers et dans la maison individuelle. Parce qu'en fait c'est compliqué, il y a le côté affectif les gens ils construisent leur maison, pour certains ils mettent toutes les économies d'une vie. Tu partages 12 à 18 mois avec eux de chantier quotidien. Le côté affect, des fois il est un peu compliqué. Il est un peu complexe. Donc petit à petit j'ai lâché cette activité et je me suis concentré que sur des chantiers B2B, que du prof. Là, ce qui me fait, j'ai pas rebondi là sur je change le nom sur le CV et je me fais employer dans un boulot que à la base je ne maîtrise pas. Est-ce que tu as vu la vidéo que j'ai fait justement sur est-ce que tu es capable de faire atterrir un avion? Ah non. Tu as pas vu cette trend passer? Non. En fait, c'est les nanas qui posent la question à leur mec, chérie, en cas d'urgence, est-ce que tu serais capable de faire atterrir un avion? Et tu as 95% des mecs qui répondent oui, tu vois. Toi, t'aurais répondu quoi? Ah. Bah maintenant que tu m'as dit 95, j'ai pas envie de me mettre dans les 95, tu vois. Je me dis, à mon avis, l'issue, c'est dans les 5%. Bah franchement, je pense que j'aurais dit oui. Mais c'est sûr que t'aurais dit oui. La question, elle se pose pas. C'est certain que t'aurais dit oui. J'aurais dit oui. J'aurais dit oui, je l'aurais fait même atterrir sur 2 roues en roue arrière. C'est sûr que t'aurais dit oui. Et en fait, ce qui me fait rire dans cette trend, c'est que tout le monde s'est focalisé sur... non, mais personne n'est capable de faire atterrir un avion. En fait, moi, ce que je voulais faire comprendre aux gens, c'est non. Oui, ça s'apprend à faire atterrir un avion, il faut faire des études de fou. Mais dans l'état d'esprit des mecs, ils tentent quand même. Tu peux pas ne pas essayer. Voilà, on tente. Viens, on y va, on tente, tu vois. Et c'est vrai que ce trait de caractère, il se retrouve beaucoup moins chez les filles. Ce fait de tenter, je prends tous les risques, vas-y, on y va. Mais évidemment que t'aurais dit oui. Non, mais bien sûr. Je teste. Tu peux pas ne pas essayer. Certain. C'est déjà un échec avant même d'avoir commencé. Ça, c'est surtout en cas d'urgence, tu vois. T'as pas le choix. Mais du coup, sur ta partie, parce que là, tu m'as dit que tu étais passé du particulier au professionnel. Ouais. Et là, la transition s'est faite avec... comment s'est faite la transition avec Bureau & Co? Eh ben justement, en fait, à l'époque, quand je commençais vraiment à bosser... ça y est, j'avais commencé à me tisser un petit réseau ici à Montpellier. Et pas qu'à Montpellier, parce que
enfin c'est arrivé juste après, mais j'ai rencontré des professionnels en fait des agents immobiliers, des brokers, qui ne font que de l'immobilier d'entreprise. Donc ils installent des entreprises dans des bureaux. Et il y a un concept, il y a un principe dans ce milieu-là, c'est qu'à chaque fois qu'une boîte part d'un local, ben en fait ils remettent complètement à nu. Et la nouvelle société qui va s'installer va réaménager, va recloisonner les faux plafonds, etc., etc. Et donc j'avais mis un pied dans cet écosystème et ça m'avait vachement plu parce que déjà c'était du professionnel, donc il y avait moins le côté affect où les mecs ils sont là à gratter le petit joint du carrelage pour vérifier que s'il n'y a pas... c'est du pro, faut que ça envoie, faut être sérieux, livrer à temps. Bon. Et donc j'avais commencé à faire quelques aménagements comme ça et j'avais découvert à cette période, je commençais à découvrir l'écosystème startup aussi. Donc en faisant des aménagements de bureaux, on avait vu qu'il y avait des trucs sympas, tu vois, des boîtes. Putain, moi, je viens d'un monde où, si tu veux, j'étais très très loin de cet écosystème. Savoir que tu pouvais travailler dans des conditions pareilles, c'était inimaginable. Un quartier, on travaillait dans le dur, dans le bâtiment, si tu veux, t'arrives, des baby-foot, des machins, des trucs, des belles couleurs, des aménagements, des cafettes, enfin, c'était Disneyland. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et moi, je leur faisais leurs aménagements. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, et petit à petit, en fait, on s'est spécialisé, on avait beaucoup de demandes et beaucoup moins de concurrents aussi dans ce secteur d'activité. Donc, j'ai commencé à faire que de l'agencement de bureaux. Enfin, bureaux, restos, on a fait des salons de coiffure, on a fait des instituts, on a fait plein de choses, mais beaucoup de bureaux. Et en suivant finalement ces aménagements, moi, je me suis rendu compte des nouvelles tendances, si tu veux, d'utilisation des bureaux. Vu que le bureau, c'est peut-être plus du tout l'open space avec les petites cloisonnettes comme on pouvait voir là, dans les vieux films, le Loup de Wall Street ou autre, et que c'était vraiment des aménagements en mode start-up, etc. etc. Et en parallèle, pile à ce moment-là, quand je commence à vraiment exploser dans ce monde de l'agencement, moi, mes boîtes, elles avaient quand même pas mal évolué et j'avais réussi à acheter un terrain pas très loin d'ici pour construire le siège de mes bureaux. Et moi déjà, si tu vas à cette période, mon gars, j'étais au max. J'avais réussi ma vie. Je construisais un petit bâtiment pour moi, c'était le siège, j'imaginais déjà une enseigne, enfin un truc, ça y était parti. Et ce bâtiment, ça a été une mission pour l'obtenir parce que les financements, évidemment, n'allaient pas. Parce que ceux qui vendaient les terrains, vu que c'était la métropole de Montpellier, voulaient que tu construises au minimum une certaine surface qui était déjà trop grande pour moi et mes besoins. Donc moi, j'avais dit oui à tout, bien sûr. Mais oui, je vais faire combien? 1000, ouais, mais 1200, oui, 1200. Mais 400, ouais, on y va, 400. Mais j'avais été obligé, si tu veux, de faire du coup plus grand. Mais j'avais dit, si c'est le seul moyen d'avoir ce terrain, parce qu'il était quand même vendu beaucoup moins cher, il y avait une espèce d'accompagnement, si tu veux, de la métropole pour accompagner les entrepreneurs. Bon bref, je signe ce truc, je construis le bâtiment, donc trop grand pour moi, mais je me dis, c'est pas grave, je vais sous-louer une partie, et vu qu'on faisait déjà pas mal de travaux d'aménagement de bureaux, j'avais plein d'idées, je m'étais dit, tiens, on va voir, commencer à voir cet écosystème startup, donc je m'étais dit, on va faire un truc hyper sympa. Moi déjà c'était l'aboutissement, donc je voulais un truc top parce que c'était, ça y est, moi j'avais réussi ma vie. Je construis mon bâtiment, mon siège, je vais recevoir les gens, bon bel torse, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, les mecs, vous venez chez moi là, tu sais. Et je monte ce bâtiment et donc on commence quand on a fini les aménagements, on le met à la location. Une partie, la moitié on va dire. La moitié, en fait, je le mets à la loc. Le reste, on s'y installe vraiment, moi, mes équipes. Je rassemble un peu tout le monde. J'avais déjà 2-3 petites boîtes, donc on s'installe. Et en fait, quand on lance la commercialisation de cette toute petite surface, en fait, ça explose. On hallucine. Il y a en fait un nombre de demandes, mais de dingue. Mais vraiment de dingue. Donc, on remplit les quelques bureaux qu'on avait à la sous-loc. Et puis on te fout dehors, quoi. Et moi, je me suis foutu dehors. Et c'était plein. Et quand c'est plein, si tu veux, je demande à l'époque à mon assistante, elle me dit « Ah, ça y est, c'est fini, j'ai enlevé. » Et je lui dis « Non, laissez l'annonce. » Elle me dit « Ah, je vais l'enlever, ça arrête pas de sonner. » J'ai dit « Ben justement, laissez l'annonce et dites-moi si juste là, on a eu de la chance ou il y a vraiment un truc, quoi. » Et donc, elle laisse l'annonce et elle prend une liste d'attente. Et je vois qu'il y a encore du monde qui appelle pour avoir des bureaux, machin. Et donc là, je dis à mes équipes « Écoutez, on va louer un petit truc pourri à côté en attendant et on libère l'espace et on va remplir le bâtiment complet. » Et en fait, à ce moment-là, plus toute mon expertise dans les travaux d'aménagement, etc., en fait, c'est comme ça qu'est né Bureau & Co. Je commence à m'intéresser sérieusement au centre d'affaires, au coworking. Ça commence à exploser aux États-Unis, San Francisco, tout ça, machin. Et là, je dis à tout le monde, bon, ça y est, on se barre. Là, on commence à travailler sur le concept, à trouver un nom.
Et ce bâtiment qui était mon siège est devenu en fait le premier bâtiment pilote de Bureau & Co. Donc l'histoire, elle est née comme ça, elle est née de l'expertise du bâtiment. Et tu vois le fil tu commences à monter un chiotte au 6e étage et puis finalement tu arrives dans les bureaux. Puis voilà, c'est la continuité. Du coup, tu sais que tous les entrepreneurs qui se lancent dans un business, c'est pour répondre avant tout à une problématique. Tu réponds à quelle problématique avec Bureau & Co? Bureau & Co, on répond à une problématique qui est très simple, qui est en train encore d'évoluer, mais c'est la flexibilité, le besoin de flexibilité des entreprises. Comment, quand toi tu crées une boîte, on te dit tu es obligé de t'engager dans un bail commercial. Donc un bail commercial, ceux qui ne savent pas, c'est 3 ans ferme, d'accord? On dirait une peine de prison. 3 ans ferme, renouvelable 3 ans et encore 3 ans. Donc des triennales, 3, 6, 9. Et donc tu démarres ton activité, tu es obligé de t'engager 3 ans. Ça explose, ben, tu es bloqué avec un truc qui ne correspond plus à tes besoins. Et si au contraire tu as des problématiques, tu ne peux pas le libérer, sauf si toi tu retrouves un repreneur et tu es engagé dans un truc, finalement un boulet. Donc ça, c'était le plus gros des problèmes. Chez Bureau & Co, en fait, nous, tu viens t'installer chez nous, c'est comme à l'hôtel. Tu arrives, tu payes, tu t'installes. Et pour la durée que tu souhaites. C'est-à-dire, il y a vraiment, c'est full flexibilité. Il n'y a pas de durée d'engagement minimum, sauf si toi tu le choisis parce que tu veux te garantir une installation chez nous minimum d'une durée. Mais sinon, tu viens, tu consommes tes bureaux vraiment au moins le mois et tu t'en vas, tu grossis, tu rétrécis, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Et ça n'a pas de prix quand tu entreprends. J'ai vu une vidéo de toi passer là-dessus où tu reprochais justement aux entrepreneurs de s'enfermer trop rapidement dans un bail qui va les bloquer dans la progression. Qui te bloque. Tu es entrepreneur, Ouais. tu as créé ta boîte. Et du coup, dans Bureau & Co, parce qu'il y a un lien entre attitude et le sport, donc je vais le faire maintenant, tu as mis des salles de sport. Yes. C'était quoi la volonté de mettre des salles de sport dans les bureaux partagés? En fait, ça, c'était né d'un constat où moi, à l'époque, j'étais entrepreneur, je courais de partout. Et en fait, j'allais au bureau qui était à un certain endroit, j'allais manger à un autre endroit, j'allais à la salle de sport. À l'époque, je faisais un peu de crossfit. Je sais, ça se voit moins maintenant, mais il y a une période où ça existait. D'ailleurs, c'est ce mood-là qui m'a donné l'envie d'être sur des machines justement autonomes, poids du corps, etc. Mais quand je faisais le constat, c'est que je passais beaucoup de temps à faire des allers-retours, etc. Donc je m'étais dit, ce serait tellement idéal d'avoir sur place une salle de sport. Mais finalement, comme dans un hôtel. Tu sais, quand tu choisis d'aller dans un hôtel, tu le choisis donc en fonction de ton budget, mais aussi en fonction des services qui vont être développés. Si tu veux une piscine, si tu veux une salle de sport, si tu veux de la nature, etc. etc. Donc je m'étais imaginé un peu le même truc. Je m'étais dit, il faut que Bureau & Co soit plus que... Ça ne soit pas qu'un espace de travail, il faut que ce soit vraiment un lieu de vie. C'est-à-dire que tu viens bosser, tu es content de venir le matin rapidement, boire le café, tu vas croiser des gens, le spot est sympa. Tu vas pouvoir déjeuner, manger sur place et tu vas pouvoir faire du sport à l'heure que tu veux, et voire même, tu vois, on s'oblige à aller à la salle de sport dans les mêmes créneaux horaires que tout le monde, enfin, quand tu es salarié. Donc, c'est-à-dire que tu as les salles, on le sait, elles ont toujours des périodes creuses. Donc, de 8 à midi, tu n'as personne dans les salles. Pourquoi tu vas aller comme tout le monde à midi, faire ton heure de sport, c'est bondé, machin, alors que si tu l'as sur place, tu peux peut-être aménager un peu de ce horaire. Donc, c'était parti de ce constat en disant, on va optimiser le temps, c'est un service supplémentaire. Et effectivement, on a bien fait parce que quand on a lancé Éthique, il y avait vraiment une attente de nos résidents Bureau & Co. Mais comme les salles sont vraiment des centres de profit, elles sont réfléchies pour être un vrai business. Donc du coup, elles sont ouvertes au quartier. On a vu qu'effectivement, les mecs qui travaillaient, de venir à pied à la salle de sport, de pouvoir décaler des horaires, arriver à 11h30, finir à 12h30, d'éviter un peu, c'était vraiment une attente. Ok. Moi, ça me paraît pas illogique. Hein. C'est vrai qu'on rencontre pas mal ce problème-là quand on est. Moi, je le vois. On est à nos bureaux chez Bureau & Co.
Et pour nous, ça a été quelque chose de très simple. D'ailleurs, c'était drôle parce que quand on a décidé de développer Moovit, je sais plus qui c'est qui m'a donné ton nom, qui me dit mais dis, t'as pensé à Bureau & Co? Oh, je me suis cognaté dans le mur. Je dis mais attends, on est sérieux? Pourquoi j'ai pas pensé à eux? Et donc c'est là où je t'ai pas appelé directement, mais j'ai eu ton assistance et je pense que elle a tilté direct. Elle a dit mais en fait c'est pas à moi qu'il faut que tu parles, faut que tu parles directement à Nordine. Et ouais, c'est comme ça qu'on a fini chez toi et une belle collaboration qui nous permet à nous. Il faut parler à Nordine, mais dis aussi que Nordine, il a été là, il a dit ok, c'est bon, je vous ai pris au téléphone, on a discuté. Exactement. Non, si c'est vrai. On a fait pas mal d'entretiens. Je pense que t'as pas mal accroché avec le projet, si je me trompe pas. Bien sûr. Ouais, non, si, tu nous as permis quand même d'asseoir notre entreprise et de la développer, et on continue toujours à le faire. D'ailleurs, on arrive sur d'autres villes, on en parlera en off, on arrive sur d'autres villes où tu es. J'essaye de développer ces endroits-là. Mais ouais, en tout cas, je peux le dire ici face caméra, merci, parce que ça nous a vraiment aidé à asseoir et à stabiliser l'entreprise, et Bureau & Co et Ethic permettent ça, donc c'est cool. Ouais, merci, nous aussi, parce que comme on avait besoin d'un peu de pognon, c'est bien qu'on ait eu des clients. Non, merci. Non, mais nous, c'est un régal. Moi, écoute, ce qui s'est passé, c'est un bon exemple de faut rester ouvert aux autres, peu importe. Nous, on développe notre activité, on essaie de faire au mieux que possible pour faciliter l'installation des entreprises. Vous arrivez avec un concept, il y a une vraie synergie. On a les salles de sport, on a des salles de réunion, vous développez une multitude d'activités autour du sport, de la formation, etc. C'est l'outil parfait pour vous. Donc, on serait bête de se priver de partenaires comme vous. Et si, en plus, ça peut être un vrai tremplin pour que vous puissiez faire... Ça fait classe, hein? Ouais. Ah, je sais. Si on peut se donner un coup de main quelque part mutuellement, moi, c'est tout ce qui me va. Moi, je me régale quand j'ai des entrepreneurs qui arrivent et qui sont déterminés, qui développent une activité et où je me dis, putain, les mecs, tu vois, ils vont y aller. Je sens qu'ils vont faire quelque chose. Avec ou sans moi, hein, c'est même pas nous, après on essaie de donner le coup de main qu'on peut, mais où je me dis, ouais, ils tiennent un truc, ça va être pas mal. Donc si après on peut être partenaire de cette aventure, c'est très bien. Ouais, top. Franchement, merci encore. C'était plaisir. T'as rencontré des galères un peu en développant Bureau & Co? Parce que j'imagine, comme tout entrepreneur, les galères, c'est le quotidien. Ça a été quoi la plus grosse galère rencontrée pour développer Bureau & Co? La plus grosse galère. Moi, j'en ai deux en tête, j'imagine, pour toi. Ouais. J'en ai une dont j'ai jamais trop parlé, mais une des plus grosses galères, c'est que quand j'ai commencé à développer Bureau & Co, que le concept avait vraiment commencé à décoller, il y a eu un double effet sur période Covid. Là, mon gars, quand tu penses être le génie qui crée des espaces pour que les gens viennent travailler, ouais, et que tu regardes ta télé et que le président de la République dit à tout le monde qu'il faut rester à la maison, et que tu es en plein développement, et que tu ouvres des trucs de partout, et que tu vois déjà tes bâtiments se vider, tu te dis putain, les loyers, comment je vais faire? Là, là t'es pas bien. Parce que moi, j'ai pas de problème. J'affronte toutes les problématiques comme tous les entrepreneurs. On est là, mais il y a des fois, il y a des trucs, c'est un tsunami, ça te dépasse. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as le président de la République qui dit à la télé, à partir de demain, vous restez tous confinés à la maison. Et toi, tu crées des espaces pour que les gens viennent travailler. Là, mon gars, tu vois le monde, il dérobe sous tes pieds. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, tu commences à recevoir des messages de clients qui te disent « Ouais, comme a dit le président de la République, moi je paye plus le loyer parce que… » Alors que c'est pas du tout ce qu'il a dit, tu vois, mais ça y est, ça… c'est normal, tu as toujours des filous, ils essaient de s'engouffrer dans le truc, ils se disent « Bon, on va gratter un peu. » Bon, franchement, là, c'était une période où on s'est dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et on a de la chance parce que quand on a eu cette problématique, du coup, nous, on a eu cette agilité de réagir très très vite où on a mis à dispo… À l'époque, c'était une galère, même trouver des masques, enfin, on a oublié, mais le masque, le gel, etc. Heureusement, j'avais un gros réseau. J'ai réussi à faire venir des masques, à acheter des masques, à les mettre à dispo pour les résidents. Parce qu'en fait, la réalité, la règle, c'était de dire,
ok, les gens ils viennent pas dans les bureaux, dans les parties communes, on arrête les événements, on arrête l'animation, mais chacun dans son bureau peut peut venir travailler s'il n'a pas le choix. Mais il faut mettre les conditions. Donc on a fait venir des bornes de distribution de gel, on a réagi très très vite. Ce qui fait qu'en fait la plupart de nos clients, franchement, ils payaient leurs prestations. On a eu peut-être une baisse de 20 ou 30% du chiffre d'affaires, tu vois, pendant une période. Mais par rapport à d'autres activités qui étaient complètement fermées. Donc ça a été une vraie galère. Et pour aller un peu plus loin dans le truc, c'est qu'à l'époque, moi, je venais juste de m'associer avec un partenaire qui était rentré dans mon groupe, au capital de la société, et qui a connu une très grosse galère, énormissime, financière, et qui a planté, malheureusement, il a liquidé sa boîte, etc. Et on parle de centaines de millions d'euros. Et comme il était associé de ma société, en fait, ça c'est un truc qu'on n'aurait jamais imaginé, mais en fait, le fait qu'il soit associé de mon groupe, ben moi, ça m'a créé vraiment des préjudices parce que j'étais plus du tout bankable par sa présence au capital de la société. Voilà, j'ai des boîtes, mes partenaires historiques, les banquiers, et ça met du temps, etc. Là où j'étais en plein dev, l'argent coulait à flot, on levait les fonds qu'on voulait, etc. Petit à petit, ils ont commencé à resserrer le truc et en me disant on a pris une grosse ardoise d'un de vos associés et ben malheureusement du coup vu sa présence au capital de votre groupe voilà. Donc là tu te dis ce gars devait me propulser, tu montes dans la fusée, tu te dis ça y est c'est parti et tu te retrouves quelques mois après à traîner un truc laisse tomber qui te dépasse. Donc tu vois à chaque fois c'est des situations sur lesquelles tu n'as pas la main. C'est vraiment des trucs qui te tombent dessus sur lesquels faut que tu réagisses, tu trouves des solutions, Mais bon voilà, on est là, hein, on les trouve les solutions. Mais c'était pas l'associé, le fameux associé, c'était anticipable, alors que le Covid ne l'était pas du tout, je pense, pour personne. C'est un très grand groupe international dans le retail, dans les vêtements. Et à l'époque, il a enchaîné Gilets jaunes, parce qu'on a oublié, mais il y a eu cette période Gilets jaunes. Et alors Covid, magasins fermés, stock, machin, tout ça, c'est allé très vite. Et comme c'était une enseigne internationale, l'ardoise, quand le groupe a liquidé, elle était à l'échelle de la boîte. Donc on parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Tu as réussi à retrouver un associé ou Non, on a trouvé des solutions. Tu sais, après, le truc, c'est que nous, c'est un peu Au départ, un peu la mentalité à l'ancienne où on se lâche pas, on y va quoi qu'il en, on a démarré ensemble, il y a une galère, on va aller au bout, on va essayer. Donc le premier état d'esprit c'était celui-là, c'était de dire ok, il y a une galère, moi mon associé je sais que c'est pas un truc qu'il a prémédité, qu'il a voulu, c'est une galère stratosphérique, j'aurais jamais imaginé essayer de participer à un truc pareil. Mais c'est bon, on se retrousse les manches et on y va, on trouve les solutions. Tu penses pas instinctivement à couper, à dire non c'est bon, je vais trouver un autre qui est bankable. Tu te dis d'abord, on a une galère ensemble, on va trouver les solutions. Donc les partenaires qui voulaient pas nous accompagner, on a essayé de les convaincre. Certains, on a réussi à avoir 2-3 petits trucs. Et après, ce qu'ils voulaient pas, on en a trouvé d'autres ailleurs. Mais ça a été un boulot, tu avais l'impression de tout recommencer à zéro, alors que tu avais déjà une boîte qui était lancée. Donc ça redemande de l'énergie, ça redemande tu vois, tu as un pipe d'ouverture qui est devant toi et tu n'as plus d'essence dans le moteur. Ouais. Donc là, tu es là, tu te dis waouh, qu'est-ce que. Donc tu vois, Covid, machin, mais à chaque fois, ça passe. Ouais, tu sais qu'il y a un truc j'arrive pas à me remettre, c'est on est toujours obligé de convaincre, peu importe où on en est dans notre société. Et que parfois, je m'étonne à devoir encore convaincre, alors que j'ai l'impression d'avoir fait une certaine étape, certaines étapes. Je suis d'accord. Et d'arriver et de dire, faut encore faut que je lui explique encore ce que je fais, ce que je suis. Faut pas avoir d'ego quand on entreprend. Ouais. Mais vraiment, parce que comme tu dis, tu recommences tout à zéro et même quand tu as l'impression d'avoir fait déjà beaucoup de choses, et des fois en plus, c'est que c'est même pas légitime, c'est que des fois tu es face à des gars qui comprennent rien, qui n'ont jamais rien fait,
d'accord. Et mais t'as besoin d'eux, donc. Et t'es obligé d'arrondir les angles, tu réexpliquer. Et ils rechallenge ton business que tu portes depuis 10 ans, que tu maîtrises par cœur, et qui sort de l'école. Et il te regarde, il a jamais rien fait, il te repose des questions. Toi, t'es là, t'es obligé de façon. C'est pour ça, faut pas avoir d'ego. Tu fais, tu refais. Et tu te rends compte que quand tu fréquentes ensuite des gens qui ont entrepris et qui sont vraiment de notre niveau, ils te challengent beaucoup moins. En fait, c'est souvent ceux qui n'ont rien fait qui viennent te challenger sur des trucs. Mais vraiment, ils n'ont jamais entrepris, ils n'ont jamais rien fait, ils ont une posture, des institutionnels, des banquiers, des machins. Alors eux, ils vont te casser les pieds sur des trucs. Et quand tu rencontres des gars, moi j'ai eu la chance de rencontrer vraiment beaucoup de grands chefs d'entreprise, des Xavier Niel, il y en a plein. Mais les gars, ils sont humbles, ils sont disponibles, ils te parlent sans chichi, sans détour. Et des fois, voilà, toi, tu te fais secouer par le petit junior qui vient d'arriver dans la boîte. Et qui, le kebabier du coin qui a monté deux trucs. Mais bon, voilà, si tu as besoin de passer cette étape, tu prends sur toi et Mais c'est vrai que jusqu'à un certain niveau, rien n'est jamais acquis, quoi. Hein. Tu prends, tu recommences. Hein. Dans les gens que tu as rencontrés, tu as eu des sources d'inspiration, tu as eu des mentors? Ouais, j'en ai eu quelques-uns. Même mon associé, vraiment, avec qui j'ai connu quelques péripéties. Faut dire ce qui est. C'est un avion de chasse. Le type, il a démarré sa boîte, il l'a créé lui-même, il l'a développé dans plus de 50 pays. Il a amené dans des sphères que je crois que c'est 1% de la planète qui fait. Donc il fait partie quand même des très grands entrepreneurs. Mais plein d'autres. Xavier Niel, je le citais comme ça, mais je l'ai rencontré 2-3 fois. Tu vois la gentillesse du gars, tu vois comment il est humble, il est posé. Ouais, simple. Mais c'est juste incroyable, en fait. Et ouais, ça, c'est vraiment des gens inspirants. Je parle pour ici en France, tu vois. Mais après, il y en a plein d'autres, mais je les connais pas, je les fréquente pas. Mais c'est sûr que si tu vas chercher les grands noms aussi barrés ils peuvent être pour certains, c'est fascinant. C'est fascinant. Est-ce qu'ils t'ont aidé à te différencier? Est-ce qu'ils ont aidé à te différencier sur un marché sur lequel tu es qui est quand même assez concurrentiel? Moi, j'ai pas eu... Si tu veux, j'ai toujours apprécié rencontrer des gens, des grands noms qui m'inspirent, mais j'ai jamais... J'ai toujours essayé de faire comme j'imaginais. En fait, je crois vraiment beaucoup en moi. Ça, c'est un truc qui est important et c'est pas d'être prétentieux que de le dire. Moi, je crois en moi, en mes capacités, en ce que je veux faire, en mon regard, en mon jugement sur les situations. Donc, j'essaie de faire vraiment comme je l'imagine, comme je le sens. Après, les sources d'inspiration, ce qu'ils ont fait, c'est plus pour la motivation en se disant ouais, il y en a qui l'ont fait, les gars, donc je vois pas pourquoi toi tu pourrais pas le faire, tu vois. Mais c'est pas tant dans le conseil qu'ils vont me donner au jour le jour, dans le truc. Ouais. Là, tu m'as dit que t'as des enfants, t'en as 2? 3. Ouais. Si demain tu devais leur transmettre Bureau & Co, ça serait quoi la règle d'or que tu leur donnerais et qu'ils devraient appliquer pour leur transmettre la société? Ouais. Déjà, je suis pas sûr que j'aimerais leur transmettre une société aussi belle soit-elle. Je suis pas certain que ce soit un bon héritage en fait, de passer derrière le fondateur qui a créé, qui a son empreinte, son image. T'as Bernard Arnault qui l'a fait et la passation se fait très bien. Non, je dis pas que ça se fait pas. Hein. Je dis, une fois de plus, je parle pour moi. Que ça se fasse, c'est certain qu'il y en a plein qui l'ont fait et qui ont des success stories familiales et qui se sont transmis le truc. Moi, je suis pas certain que je préférerais les sécuriser et leur donner les moyens de pouvoir faire ce qu'elles veulent plutôt que de continuer un truc peut-être que j'ai développé. Je suis pas très sentimental en fait dans le business. C'est pas un truc que je me dis je l'ai créé, c'est mon bébé, je fais le max, je le fais très sérieusement. Mais après, si c'était un souhait de leur part, ce serait différent. Tu vois, si vraiment elles me disaient ouais, nous on veut prendre le relais, on veut encore participer au développement, là ce serait avec très grand plaisir que je le ferais. Mais voilà, je suis pas certain que ce soit un cadeau.
Ouais, non, ça ne l'est pas. Je pense pas que ça le soit. Les gens pensent que ça l'est quand ils n'ont pas le nez dedans, mais une fois que tu entreprends, tu te rends compte que léguer une entreprise, si c'est pas une vocation, c'est pas un cadeau. Ouais. J'ai un jeu, on va faire un petit jeu. C'est VS, quoi. C'est un combat entre deux personnalités que je vais te proposer et tu vas me dire Le vainqueur. lequel tu choisirais et pourquoi. Donc le vainqueur. Le vainqueur. Lequel tu choisirais et pourquoi. Pourquoi lui et pas un autre. Ok. Et pourquoi lui et pas l'autre. Elon Musk ou Warren Buffett. Elon Musk. Pourquoi? Je sais pas, c'est un génie fou. Il est tellement atypique, il est tellement singulier. Comme ça, par affinité. Après, je suis pas en phase avec tout ce qu'il fait, mais sur l'entrepreneuriat et sur sa vision, je pense que le mec, il est satellisé. Ouais. Bah, d'ailleurs, il est satellisé. Ouais. C'est pour ça qu'il a lancé du Starlink et il est très très satellisé. ouais. Non, le mec, il fait tapis à chaque fois. Hein. C'est incroyable. Le mec fait. Il y va très très sérieusement. C'est un fou. Hein. Il y va très très sérieusement. Non. Il est dingue. C'est ce que je pense. Mais Non, mais il est fou dans l'ambition, dans dans la l'ambition. volonté, tu vois, il n'y a pas de limite. T'as l'impression que Je fais tapis, quoi. Le mec, il ouvre une boîte, elle cartonne, il la vend. Ouais, cool, elle est bien. Vas-y, je trouve un autre truc de ouf. C'est insolent. C'est C'est insolent. Alors qu'il pourrait Quand tu galères toi, à faire déjà 2-3 business, tu vois lui comment il les multiplie et à l'échelle, c'est fou. Et je pense que la réussite de ces entreprises, c'est à la hauteur des sacrifices qu'il a fait et des risques qu'il a pris. Parce que quand tu fais tapis comme il a fait, parce qu'il il a fait tapis de fou. Hein, non, mais c'est certain, c'est des mecs qui on connaît pas tout, hein, mais tu sais, ils sont aussi fortunés qu'endettés. Hein. Ouais. On voit nous à chaque fois la réussite de tous les entrepreneurs, etc. Mais derrière, oui, c'est des gars qui pèsent plusieurs millions, voire milliards. Mais souvent, ils sont aussi endettés de plusieurs millions, voire milliards. Ouais. Donc, après, j'avais regardé ça, j'avais demandé sur Internet, enfin, j'ai fait des recherches là-dessus. Et non, il a des dettes, mais pas à la hauteur de la valeur de ses titres. Non, mais là, ça y est, mais lui, lui, il est farfaro. Il est trop loin. Ouais. Donc là, ça va. Anthony Bourbon ou Hakim Benotman. Ah. J'aime bien l'état d'esprit. Je suis pas hyper fan. Les deux, je les trouve un peu trop dans la provoque, tu vois. Et je trouve que c'est dommage. Ça gâche un peu du message. Après, je sais pas si c'est vraiment... la communication. Ouais. Après, j'ai rencontré les deux. J'ai rencontré Hakim Benotman au tout début, quand il créait Nabab. D'ailleurs, la petite histoire. Mais je t'en avais parlé, tu te souviens, quand je t'en parlais dans les bureaux, je t'ai dit, tu connais... Mais je l'ai rencontré à Montpellier. À l'époque, tu vois, je te disais, j'avais une boîte dans le bâtiment. Et je sais plus par quelle connaissance, les mecs me disent, ouais, je te présente un gars, il ouvre des kebabs, des machins. Je dis, ok. Et je rencontre Hakim. Donc à l'époque, il ouvrait son Nabab qui était à côté de la gare de Montpellier. Ouais, je vois. Et j'avais pas voulu, pour te dire, j'avais pas voulu faire le chantier. D'une, parce que j'avais beaucoup de taf, et parce que je l'avais trouvé, mais le mec un excité de la vie. mais comme il est vraiment. Ouais, et d'ailleurs, tu vois la réussite qu'il a eue quand même. Mais il était à 10 000, ouais, je vais faire ça. Moi, je dis, wow, qu'est-ce que c'est ce truc, tu vois. Donc, j'avais beaucoup de taf, et franchement, on n'avait pas répondu, machin. Il a monté son truc. Et Bourmont, je l'ai rencontré en pro sur Paris ou autre. À choisir, je choisirais Hakim. Parce que malgré tout, je l'ai croisé au tout début. Vraiment, c'était, je crois, sa 3e ou 4e ouverture. Et j'ai suivi son truc, donc rien que pour ça, chapeau, bravo, tu vois. Mais voilà, allez, Hakim pour ça. Xavier Niel, facile, ou Bernard Arnault. Xavier Niel. Ouais. Même si je connais pas Bernard Arnault, j'aimerais bien qu'il soit pote avec moi, mais je le connais pas. Donc même Xavier, s'il veut être pote avec moi, je l'ai rencontré 2-3 fois. Ce que j'aime bien chez Xavier Niel, vraiment, c'est que il est hyper accessible. Quand il parle avec toi, tu vois que c'est sincère. Il n'est pas dans le conseil justement à Anthony Bourbon à te faire des caisses sur des trucs de qu'est-ce que tu vas refaire ta vie, comment faut la driver. Voilà. Humble, il t'écoute.
et il essaie de te répondre vraiment avec une petite analyse sur l'échange que tu as. Il est impliqué. Tu sens que c'est pas juste un petit 10 minutes ou un quart d'heure pour te faire plaisir. Il est, au moment où tu es avec lui, il est là, il est présent, tu vois. Et à chaque fois que je l'ai rencontré, qu'on a pu échanger sur des événements, à l'époque où j'étais président de la French Tech, toujours le même, vraiment. Ouais. Alors que le gars, il pèse du très 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 lourd. Ouais, moi, j'avoue que sur les deux, sur Xavier Niel, j'aurais répondu Xavier Niel pour la personnalité, mais après pour l'entrepreneuriat et la vision, j'aurais répondu Il n'y a Bernard rien à dire, Arnault. bah, évidemment. Ouais, je pense que j'aurais. Mais à chaque fois, tu donnes des choix qui sont compliqués. Ouais. Mais non, mais c'est compliqué parce que c'est vraiment deux personnalités qui sont oui, différentes. c'est pour ça que ça va se jouer à l'affinité. Ouais. Mais T'en as un qui est un peu. C'est vrai que Xavier Niel, il est un peu foufou, tu le vois, il est extravagant, même quand il fait des pubs, il n'hésite pas à se déguiser, à faire des trucs un peu dingues, tu vois. Ah ouais, il est barré. Et il est barré. Et j'aime bien ce côté-là, mais j'aime bien aussi le côté LVMH. Ça va bien. LVMH. Tout ce que les gens rêvent dans le monde, les marques les plus bling, les plus. Ouais. Le gars, il les détient. J'avais vu l'arborescence des sociétés LVMH, c'est fou. C'est fou furieux. Non, mais c'est dingue. D'ailleurs, ça me fait rire quand je vois des gens sur Internet qui critiquent Bernard Arnault et qui disent « Ouais, t'as vu les impôts, machin ». Je dis « Mais est-ce que t'as simplement une simple idée des impôts déjà qu'ils payent et du nombre de personnes qui l'emploient ?» Tu vois, c'est le problème colossal. d'Internet. Tout le monde donne son avis sur tout. Tout le monde est expert de tout. Il y a des trucs, même nous, ça nous dépasse. On ne sait même pas, en fait, les montages financiers, fiscaux qu'il doit avoir. Ça part dans tous les sens, dans tous les pays du monde. C'est vrai que lui, mais évidemment, il y a de l'optimisation dans tout et c'est normal. C'est le game. Tu te casses la tête à en gagner, tu te casses la tête aussi à l'optimiser. L'optimiser et le garder, ouais. Logique. Rodolphe Saadé ou Bernard Blacher? Ah. Ouais, Saadé. Moi, Saadé parce qu'il est à Marseille. Ouais. Non, Saadé parce que je connais après Blacher parce qu'on suit aussi le truc, mais Saadé parce que ça me paraît comme ça aussi beaucoup plus lourd. CMA, CGM, le business, puis pareil après le développement dans toutes les autres activités, puisqu'à la base c'est ça, c'est le transport, les containers, etc. C'est international. Et après des prises de participation dans plein de boîtes, dans la télé, les journaux, etc. etc. Ouais, mais après je connais pas les deux personnages. Là, c'est vraiment à l'affinité et au business. Là, c'est au feeling. C'est vrai que quand tu suis un peu ce que Rodolphe Saadé il a fait, ça part du père, je crois. Lui, c'est pas non, non, c'est lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est typiquement c'est des dynasties familiales, la famille Saadé. Ouais. Parce que je crois, non, mais c'est le père qui avait acheté un bateau. Et après, ils avaient... Arrête de me poser, tu me mets mal à l'aise des questions, je sais pas les réponses, si tu insistes. je sais plus. Tu vois pas que je sais plus. Bah, je te fais une passe D pour que tu passes à autre chose. Oh, t'es sûr, c'est pas le père? Ouais, je sais pas. On va demander. Chercher. Tu veux que je regarde? Je vais chercher, t'inquiète. Non, je sais que c'est une dynastie. Une dynastie familiale. Il y a le frère et les sœurs, ils sont plusieurs et chacun gère une partie. Mais l'histoire de la création, je la connais pas. Et toi non plus d'ailleurs. Non, je connais pas. Mais voilà. Non, mais qu'on reste pas sur juste, moi je la connais pas. Toi aussi tu la connais pas. Moi aussi je connais pas. D'accord. Et Bernard Blacher, incroyable. Le mec, il a, tu sais, au même titre que les transports de personnes avec Uber, lui, il a tarté le monde de la boulangerie. C'est incroyable. Parce que on mange du pain depuis qu'on est gamin, comme tout bon français. Le pain de chez Marie Blacher, ça va, tu vois. Et lui, il le fait de manière industrielle. C'est dingue. Ah ouais, c'est... Non, c'est dingue, c'est une gagneuse. À le salon de la franchise, il y a longtemps, hein, la marque, elle commençait à peine. Et j'avais été voir un peu les enseignes qui se développent, etc. Et j'avais été voir Marie Blacher, parce que je disais toujours à ma femme, à chaque fois que je passais devant Marie Blacher, je disais, ça c'est une gagneuse de ouf. La queue, je sais pas ce qu'il met dans ses baguettes, le gars, mais incroyable. Et tous les jours, à un moment donné, je m'y suis intéressé, je m'étais dit, ça, c'est un concept dans lequel tu vois, je suis capable de mettre un petit billet. J'en ouvre 3, 4, 5, tu vois. Et j'avais été donc, au salon de la franchise, j'avais été les voir.
Mais bon, je n'étais pas du tout le profil qu'ils recherchaient. Justement, je suis peut-être même l'inverse absolu. Non, ils veulent des gars qui travaillent. Ouais, les franchisés, c'est des boulangers, des mecs qui vont se lever à 5 heures, à 4 heures, qui vont être sur place et ils veulent pas des entrepreneurs comme nous avec une gestion. Ouais, vraiment. C'était pas du tout les profils qu'ils recherchaient. Mais ils voulaient vraiment des gérants, tu vois, qui sont sur place, le boulanger qui connaît son métier, qui travaille, qui se lève, qui enfourne les baguettes, tu vois. Et pas des gestionnaires peu ou pas investis sur site. Mais sinon, franchement, je l'aurais fait. Ça, je suis déçu. Ouais. J'étais sûr qu'on pouvait... ok. Alors, Et chez Ange, c'est pareil? Je pense. Hein. Ange, je préfère Ange d'ailleurs à Marie Blachère, je sais pas. Comme à la télé, il faut que tu cites une troisième marque. T'as Blachère, Ange. Et comment il s'appelle? Galzin. Je t'aide. Galzin, ouais, Voilà. ouais, merci. Mais Galzin, ouais, non. Galzin, je suis pas fan. Galzin, je comprends pas pourquoi ça marche, Galzin. Je sais pas, bref. Mais merci pour la passe D. Bon, après le jeu, on va passer à la mise en situation. Et donc, sur cette question de mise en situation, la première, c'est demain, si je te donne 5 000 € et que tu es coach, qu'est-ce que tu ferais pour lancer ton activité? Comment tu investis? 5 000 € par mois, 5 000 € de budget total. 5 000 € de budget, tu as 5 000 € d'épargne et tu dois te lancer en tant que coach sportif. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je mets tout dans la visibilité, dans la communication, c'est clair. Parce que je peux être le meilleur coach du monde. Si on ne me voit pas, si on ne me connaît pas, y a rien. Donc la base, c'est déjà ça. Donc je suis coach, que je sois bon, extrêmement bon ou moyen, ça tu le découvriras après, mais déjà, il faut que je te fasse venir. Donc, au mieux, tu es content et c'est bien. Au pire, tu es venu au moins une fois, mais en tout cas, il faut capter du lead. Donc là, la première chose à faire quand tu as du budget, surtout quand tu as une activité commerciale comme ça, c'est pour moi, c'est all-in sur la visibilité. Et du coup, la même question, mais sans budget, 0 €. 0 €. Et comment je fais? Je fais un truc de dingue pour être vu. Si vraiment c'est mon métier, je sais pas, moi, je traverse la comédie en courant en string avec la marque de mon truc de coaching ou je fais un truc je sais pas, un truc de dingue. Tu nous fais une Rémi Gaillard de Et le Rémi Gaillard, non, je sais pas, mais faut trouver un truc impactant pour être vu et pour, tu vois. Je pense, 0 €. Tu trouves des ambassadeurs, des gens qui vont t'envoyer du lead, donc des prescripteurs. Tu vas essayer de faire tout ce qu'on a pu faire, nous, quand on a entrepris, quand tu n'avais rien de rien. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je parle comme ça instinctivement des réseaux, parce qu'on sait que c'est là où la force pour capter tes potentiels futurs clients. Mais clairement, si tu n'as pas 0 budget, faut que tu trouves les gens qui l'ont, qui potentiellement peuvent te faire gagner de la visibilité. Donc des partenaires, du troc, deal, je te fais un cours, tu me donnes de la visibilité, etc. Mais voilà, ce sera à peu près ça l'état d'esprit. Demain, je suis coach, je sors de formation et je veux ouvrir ma salle. Tu me donnerais quoi comme conseil? Demain, t'es coach, t'es uniquement coach? Je suis uniquement coach et mon souhait, c'est d'ouvrir ma salle parce que je sors de formation. Ouais. Et donc, je veux ouvrir ma salle pour développer mon activité, pour exercer. Ouais, moi, je pense qu'il y a une différence entre la formation d'un coach et la formation d'un entrepreneur ou d'un gestionnaire de salle de sport. Donc, le premier conseil, je pense que ce serait déjà exerce ton métier pour lequel tu as été formé, sois bon dans ce que tu fais. Et après, éventuellement, peut-être, si tu as envie, va ouvrir une salle de sport. Peut-être que tu n'en auras même pas envie. Mais ce n'est pas du tout le même métier. Ce qui est marrant, c'est que hier, quand j'ai écrit cette question, j'ai dit exactement tout ce que tu es en train de dire. J'ai dit, il va répondre exactement ça. Bah oui, mais c'est... En fait, l'entrepreneuriat, de manière générale, mais vraiment tout le temps, nous, on est là, on n'invente rien. C'est du bon sens. En fait, la plupart des gens, ils ne le comprennent pas. Mais en fait, c'est du bon sens. C'est... Gars, est-ce que si je te demande à toi, demain, d'aller faire un sprint contre Usain Bolt, tu vas me dire, ouais, peut-être je le fais, peut-être je vais gagner. C'est impossible. Non, mais après, tu te dis, si on est un peu barré, tu te dis, ouais, peut-être que je vais démarrer, il va se tordre la cheville, je vais y arriver sur un malentendu, mais ça n'existe pas. Donc, tu le fais pas. C'est un peu pareil. C'est que les gens, le conseil que je donne
tout le temps aux entrepreneurs, je leur dis mais vraiment tout le temps, c'est la première chose, c'est se connaître soi-même. Bien se connaître soi-même. Connais-toi toi-même. Si tu sais ce que tu sais faire, là où tu es bon, etc., ça t'évite des désillusions, ça t'évite de te tromper et ça t'évite de devoir rattraper chaque fois des situations parce que si tu n'as pas été bon, tu as bugué, tu t'es pas connu, tu t'es pas entendu. Mais c'est ça la base. Donc, t'es coach, tu as été formé pour être coach, exerce, sois bon dans tes pratiques, crée ta communauté, développe ton activité. Une fois que tu as fait ça, si vraiment tu as envie d'aller voir comment ça se passe la gestion d'une salle, une salle de sport, c'est acquérir des leads, c'est être bon en com, en marketing, en compta, en gestion, en management, en RH. Je peux t'en citer 50 000 trucs. Donc c'est, je pense, un autre métier. Très intéressant ce conseil, mais c'est vrai que moi, avec moi, tu as déjà donné des conseils que j'ai appliqués. Des bons conseils. Des très bons conseils. Et ces conseils, notamment, tu sais, c'était quand j'étais venu te voir et que je te disais, écoute, là, on arrive à un tournant de la société, on commence à voir des résultats sur le premier centre qu'on ouvre, et on se posait des questions sur l'acquisition d'infrastructures. Et tu as eu un très bon conseil là-dessus avec moi, et tu m'as dit, bah non, tu vas t'enfermer justement dans un bail. Est-ce que c'est ta priorité ? Tu as envie de développer sur d'autres villes? Est-ce que tes process, est-ce que ton modèle, tu as réussi à le dupliquer avant de commencer à vouloir faire de l'acquisition immobilière par rapport à ton activité? Bah oui. Et c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, j'aurais peut-être pas eu ce recul-là, j'aurais été entêté à me dire, bah écoute, vas-y. On a envie, on pense que c'est un aboutissement d'acheter. T'es propriétaire, ça y est, c'est en dur, c'est à moi. Ouais. Mais c'est une réalité, c'est que tu as tellement de choses à développer, tu as des villes à ouvrir. Tu vas te bloquer sur un premier site. Ton modèle, tu ne l'as même pas encore éprouvé. Tu ne sais même pas d'ailleurs ce que tu vas acheter, le bien que tu vas acheter, si vraiment il correspond en tout point à ce que tu es en train de développer ton activité. Tu n'as pas de track record, tu n'as pas assez de recul sur ton activité pour faire vraiment un bilan. Donc tu prends le temps. Une fois, si tu as... Tout à l'heure, tu me parlais d'Hakim Botman, tu me parles de n'importe quel autre exploitant. Des mecs qui créent de la valeur en exploitant des mètres carrés, des murs, comme toi dans ton activité. C'est la première étape, c'est d'être très bon dans son activité, d'être le locataire idéal. Si demain, Movit ou n'importe quelle autre activité, parce que tu as une activité qui cartonne et que du coup, tu sais exploiter ces mètres carrés pour faire de la formation, du sport, du coaching, etc., ben, évidemment, c'est logique d'aller voir l'immobilier et d'acheter des murs parce que tant qu'à faire, à payer des loyers, autant que ce soit pour toi, tu capitalises. C'est du bon sens, il n'y a pas de problème. Mais la base, c'est d'avoir son activité, l'exploitation, il faut qu'elle soit hyper solide, béton. Nous, quand on a fait Bureau & Co, moi j'ai eu l'opportunité, le premier je l'ai fait chez moi, mais parce que j'avais fait le truc un peu inversé, où j'avais pour mes activités acheté le bâtiment et ensuite j'ai créé. Mais ensuite j'en ai fait 3 ou 4 où j'étais pas propriétaire. Bien sûr j'étais frustré, parce que je me disais, oh, je paye des dizaines, des centaines de milliers d'euros de loyer par an, et c'est pas pour moi. Tous les mois, ça part pour... Mais ça part pas pour rien, ça part parce que c'est ce qui me permet de développer mon activité et d'en faire un business. Mais par contre, évidemment, on perd pas le nord. Dès que tu as l'opportunité d'investir ensuite dans l'immobilier parce que ça y est, tu as démontré ton savoir-faire, pour moi, ça, c'est vraiment une logique. Ça s'appelle l'OPCO et la PropCo. Bon, c'est l'exploitation et les murs. Et ça, c'est ce qu'on a fait aussi chez Bureau & Co. Et pour le faire, je me suis adossé à des investisseurs et on a créé un fonds d'investissement dédié parce que je leur avais prouvé que Bureau & Co était un très bon locataire, avait un business solide et qu'on avait intérêt à louer des mètres carrés qui nous appartenaient. Et c'est comme ça qu'on a investi près de 60 millions d'euros en immobilier ensuite sur 2 ou 3 ans. On a acheté un bâtiment à Nantes, à Rennes, à Deauville, à Montpellier plusieurs, etc., etc. Mais tu vois, c'est un phasage. Ouais. Étape par étape, ne pas se perdre. Comme tu l'as dit, notre modèle, il n'était pas encore, et il l'est toujours pas d'ailleurs, duplicable, parce que j'ai vu on s'est déjà exporté sur plusieurs villes, pas dans des modèles qui se ressemblent à chaque fois, et c'est notamment, tu as eu cette problématique avec Bureau & Co, tu nous avais déjà parlé de ça. Alors nous, on a eu un problème, c'était la duplication, et c'était de mettre des process bien en place, bien serré, et que, ok, tu sais bien le faire ici, mais est-ce que tu sauras bien le faire là-bas avec la distance
C'est la un gestion des managériale enjeux. et compagnie. Ouais, c'est clair. Un des enjeux quand tu veux développer. Un des conseils que je t'avais donné aussi, je m'en souviens, c'est qu'à l'époque, je t'avais dit, essaie d'ouvrir un site encore à proximité, malgré tout, pour que tu puisses continuer à faire le pompier s'il y a une urgence. Un truc à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures max. S'il y a vraiment un truc, tu prends ta caisse, tu y vas. Si tu commences à ouvrir de l'autre côté de la France et que demain, tu as un vrai problème, prends l'avion, va, monte, tu passes la journée, c'est pas possible. Donc, il faut déjà, même à 1 heure de chez toi, en fait, c'est assez loin pour être détaché et pour avoir une gestion vraiment comme si le site était à Lille et pour voir si ça fonctionne, mettre en place des process, tester. Mais en cas d'urgence, tu peux y aller rapidement, quoi. C'est accessible. Et une fois que tu en as fait 2 ou 3 comme ça, tu développes. Nous, on en a ouvert 5 à Montpellier avant d'aller ouvrir ensuite Marseille, Rennes, Nantes, etc. etc. BSG. Mm. Non, mais c'est fort. Hein. Je prends vachement d'exemples sur toi. Je pense que si un jour on sort de Bureau & Co, ce que je ne souhaite pas évidemment, parce qu'il faut encore qu'on te donne beaucoup d'argent, mais Faut nous aider à vous aider, les gars. C'est pas... Comment on fait sinon? mais oui, je prendrai des choses et des conseils que tu m'as donnés pour ça. Peut-être que tu seras un de nos partenaires, qui sait? Qui sait? On sait jamais. Nordine, merci beaucoup pour cet entretien. Merci d'avoir donné autant de conseils, parce que je pense qu'il y en a qui vont apprendre des choses à travers tout ce que tu as pu dire. J'espère te retrouver dans ce podcast Attitude pour peut-être d'autres sur un autre format ou alors pour un autre sujet, parce que tu as une expertise qui est quand même intéressante. Merci à toi et à très vite, j'espère. Avec grand plaisir. Merci à vous tous. Vous pourrez retrouver le podcast Attitude sur toutes les plateformes audio et sur YouTube, évidemment. À bientôt.